6h14, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Eva Rock qui regarde la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. En guise de cadeau à François Hollande pour les 3 ans de son élection, Nicolas Sarkozy s'est offert ce matin une interview dans le Figaro. Il en fait d'ailleurs la une sous ce titre « La République ne doit plus reculer ». Pour l'ancien locataire de l'Élysée, son successeur a déjà battu tous les records en promesses non tenues. Selon que vous serez lecteur des Échos ou de l'Humanité, vous n'aurez pas du tout ce matin le même regard sur l'Europe. Vent d'optimisme sur la croissance européenne, se réjouit le quotidien économique. France, Grèce, Allemagne, pourquoi l'argument de la dette est bidon? Ça, c'est le titre du quotidien communiste. Un croissant, une croix et une étoile de David se partagent la une de La Croix qui fait sa une sur la laïcité, un débat jamais clos, avec notamment une interview particulièrement intéressante d'Elisabeth Badinter, pour qui il faudrait commencer par tenir le même discours à tous ceux qui placent la loi religieuse avant la loi politique. Un joli couple d'ados que l'on entend presque ronronner fait la une d'aujourd'hui en France qui titre « Si, nos ados sont romantiques ». 91% des 15-18 ans pensent que ce n'est pas le sexe qui est important, mais d'aimer et d'être aimé en retour. Des remarques autour de la table, non? Sans commentaire. Votre sourire en coin déjà. C'est que je t'aime, toi. Et puis à la veille des élections en Grande-Bretagne, je vous suggère de vous amuser avec le 1 qui titre « Ils sont fous ces Anglais ». L'hebdomadaire a eu la très bonne idée de revisiter les principaux clichés sur les Britanniques. Alors l'humour british, sur la reine qui non n'est pas une potiche, ou sur leur cuisine qui oui, Julie, oui, mérite d'être goûtée. N'est-ce pas, Madame Picard? À la une des régions, Marion Calais. Quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin? Les mauvais calculs de Robert Ménard à la une de Midi Libre, édition Béziers. Retour évidemment sur cette polémique autour du décompte d'élèves musulmans dans la ville. Une enquête préliminaire est ouverte. En cette journée spéciale déclaration de revenus sur Europe 1, les impôts s'invitent aussi à la une du Courrier de l'Ouest. Les impôts quittent la campagne. En Maine-et-Loire, de nombreuses trésoreries sont supprimées, accentuant ainsi la désertification des zones rurales. Voilà, les impôts, on y revient à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Vous le disiez, journée spéciale avec toutes vos questions et des experts comptables qui vous répondent de 7h à 18h30 au 39 21. Des tracteurs interceptés dans la Marne à bord d'un camion. Récit ce matin dans l'Union. Le convoi de 2 engins flambant neufs volés au Mans a été stoppé grâce à la mise en place, dit l'Union, d'un important dispositif de gendarmerie. L'histoire qui vous a le plus marqué, on la trouve dans le Dauphiné libéré et c'est une histoire qui vous fait sortir du lit ce matin. Oui, ça démange rien que d'en parler. Je me gratte depuis que j'ai commencé à écrire cette chronique. 200 internes du lycée de Remilly en Haute-Savoie ont vu leur week-end du 1er mai rallongé à cause de la présence de 6 mecs dans quelques chambres. 6 mecs, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça n'a pas l'air très sympa comme truc. Non, c'est pas très sympa. C'est une sorte de parasite. Exactement. Acarien, un Jean-Philippe, et vous qui avez vécu à New York, vous avez dû connaître la chose, les punaises de lit. Ça a été un véritable phénomène assez terrible dans les hôtels à New York. Et ben voilà que donc ils se sont invités dans quelques chambres de Rumilly. Ça a obligé l'établissement à procéder à plusieurs mesures de désinfection. D'abord jeudi, puisque le vendredi était férié, les élèves n'étaient plus là. Ensuite, la nuit de lundi, là aussi, il a fallu retraiter, redésinfecter toutes les chambres. Les matelas. Et ben alors, c'est ça qu'il a fallu aussi faire. C'est-à-dire qu'il a fallu donner aux parents d'élèves la consigne. Il faut laver le linge de lit, il faut laver le linge de toilette à 60 degrés. Il faut aussi rassembler toutes les affaires dans les chambres. Ça a été la consigne donnée. Il ne faut pas les écraser parce que ça sent mauvais, c'est une horreur. Voilà. Et puis alors du coup, ce que dit quand même le proviseur, c'est attention, ce ne sont pas des parasites qui sont liés à la saleté, au manque d'hygiène. En fait, c'est un parasite qui se propage et puis une fois qu'il s'est installé quelque part, c'est très difficile de l'en déloger. S'il y en a eu chez Jean-Philippe Ballas, c'est que c'est pas lié à l'hygiène parce que c'est le mec le plus hygiéniste que je connaisse sur Terre. Je me souviens d'un New-Yorkais, son appartement était tellement infesté, il avait dû vivre dans sa voiture le temps qu'on puisse tout évacuer à l'intérieur. N'en jetez plus. On reste quand même avec vous, Jean-Philippe Ballas. Et ce matin, on va en Israël en pleine crise politique. Oui, la crise, c'est le mot qui revient le plus souvent dans la presse israélienne, avec la mine soucieuse, mais alors très soucieuse de Benyamin Netanyahou. En principe, il a jusqu'à ce soir minuit pour former son gouvernement, obtenir une coalition un peu solide à droite autour de son parti, le Likoud. Une course contre la montre, donc, disent les journaux, pour celui qui s'était pourtant refait une santé en gagnant les dernières élections, on en avait parlé. Sauf que le scénario ne se passe pas franchement comme prévu. Depuis plus d'1 mois maintenant, Bibi, comme on le surnomme en Israël, Bibi bataille, il négocie, il marchande et le plan a volé en éclats, écrit le quotidien Haaretz,
avec la sortie tonitruante il y a quelques jours de la droite nationaliste et de son leader Lieberman. Lui qui devait rester ministre des Affaires étrangères, mais il a finalement claqué la porte. Dans les médias, il dénonce l'opportunisme et le conformisme du gouvernement. Le résultat, c'est que Netanyahou a bien du mal aujourd'hui à trouver une majorité. Le journal Yediot Aharonot, qui n'est pas franchement de son côté, le journal résume ainsi la situation. C'est un gouvernement à la merci de n'importe quel député. Si ce député le veut, il peut maintenir le gouvernement la tête hors de l'eau. Il peut aussi le faire disparaître avec l'eau du bain. Ça dépend un peu de son humeur du matin. Voilà pour l'ambiance. La journée donc risque d'être longue encore pour Benyamin Netanyahou, fragilisé. Alors inutile de préciser que les chancelleries du monde entier vont suivre de très près les tractations dans les prochaines heures. C'est vrai qu'entre l'Iran, les Palestiniens et les relations houleuses avec les États-Unis, les dossiers sensibles ne manquent pas. Ouais, c'est ce qu'on appelle jeter Bibi avec l'eau du bain, non? Oh là là, non, allez, j'arrête là. Il est en forme. Si vous y comprenez quelque chose à l'ouverture des magasins le dimanche, eh bien pas moi. Axel de Tarlet, on lit dans le Figaro ce matin que la FNAC sera bientôt autorisée à ouvrir tous les dimanches. C'est l'une de l'Écho. Oui, les sénateurs ont voté dans la nuit de lundi à mardi un amendement qui ajoute le secteur des biens culturels à la liste des secteurs, des activités qui ont le droit d'ouvrir tous les dimanches. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 3 secteurs qui ont le droit d'ouvrir tous les dimanches. Il y a le bricolage, la jardinerie, l'ameublement. Et bien désormais, il y a un 4e secteur, c'est le secteur de la culture. Donc ça concerne la FNAC, mais ça concerne aussi, par exemple, l'enseigne Cultura. Donc les sénateurs ont été sensibles à l'argument développé par Emmanuel Bompard, le patron de la FNAC. Alexandre. C'est votre ancien patron, prenez-vous, dis donc, mon vieux. Des on dit que... dis donc. Il y a Gérard Oliven qui n'est pas content. Bon, allez-y. Donc Alexandre Bompard qui réclamait l'autorisation. Oui, mais il a obtenu gain de cause. Il réclamait l'autorisation d'ouvrir le dimanche en faisant remarquer que son grand concurrent, c'était Amazon. Je ne sais pas si vous commandez des livres ou des CD le dimanche, mais voilà. Oui. Un quart des ventes d'Amazon, le dimanche, ça représente un quart des ventes d'Amazon. Ah oui. Et pendant que l'enseigne Fnac était fermée, eh bien désormais on pourra flâner le dimanche pour acheter des livres ou des CD. Oui, à la Fnac. pour les salariés de la FNAC, il y aura compensation ou pas? Alors voilà, théoriquement, on prévoit que les salariés qui travaillent le dimanche soient payés double. Alors sauf s'il y a des accords de groupe ou des accords dans les petits commerces. Alors, ça vaut pour tous les salariés qui travaillent le dimanche, puisque la loi prévoit également l'on passe de 5 à 12 dimanches ouverts dans l'année. Donc ça, comme il y a 52 dimanches dans l'année, en gros, ça fait un dimanche sur 4. Et puis alors, l'autre nouveauté, c'est un autre amendement qu'ont adopté les sénateurs, c'est que cela entre en fonction dès cette année, puisque le texte original prévoyait qu'on passe de 5 à 12 en l'année prochaine. Sachant que ça va repartir à l'Assemblée, ce texte, c'est pas le vote définitif. Donc oui, mais c'est soutenu par le gouvernement, mais vous avez raison, peut-être que les députés socialistes vont revenir à la version antérieure du texte, qui était plus sévère. Voilà. Mais a priori, ça devrait passer. Bon, d'accord, merci Axel de Tarlet. C'est donc à lire dans le Figaro. Et Alexandre Bompard va être ravi. Absolument. C'est un garçon qui a plusieurs qualités, dont celle d'être un immense supporter de Roger Federer. Ce soir, à la télé, à 23h15 sur France 3, pièce à conviction. Eva Rock qui se demande à qui profitent les éoliennes. Ouais, je vais vous prouver qu'il est parfois très utile de regarder la télévision, comme ce soir, donc, et le magazine d'infos présenté par Patricia Loison, parce que je me suis jetée sur ma facture EDF que je ne regarde jamais. Je ne sais pas vous comment vous faites. Axel, je vais vous mettre à contribution. C'est quoi ce truc là, la ligne bleue que j'ai soulignée? Alors j'ai la facture EDF d'Eva Rock. Donc je lis l'adresse après. Je l'ai en plus. Non mais c'est là. Contribution au service public électricité, donc CSPE, 60,14 €. Eh ben j'ai enfin compris ce que c'était que ce truc que vous avez aussi sur votre facture EDF, le CSPE. Donc c'est une taxe qui a été créée en 2004, notamment qui est destinée à EDF pour les surcoûts qui sont liés à l'achat d'obligations d'électricité fournies par les éoliennes. Vous savez qu'ils sont obligés de... EDF est obligé d'acheter l'électricité fournie par les éoliennes et ça nous est facturé sur la ligne CSPE. Ça nous est facturé, voilà, ce qui est à peu près, donc pour moi, en l'occurrence 60 € par an quand même hors taxe. Une électricité qui est vendue par des sociétés privées qui, elles, le vendent à 82 € le mégawattheure. Alors je vous donne le prix parce qu'en fait c'est 2 fois plus cher que le marché classique. Que l'électricité nucléaire. Et pourquoi? Parce qu'en fait ce tarif a été imposé par la loi sous pression de devinez qui, évidemment du syndicat des énergies renouvelables. Et le discours de son patron actuel, Jean-Louis Ball, est très clair. L'éolien est un écolo-business. Je pense que si on veut réellement le développer, il faut que ce soit un business. Si ce n'est pas un business, eh bien, il n'y aura aucun investisseur industriel dans le secteur de l'éolien. Il faut qu'il y ait des rentabilités qui soient garanties. Et alors, effectivement, ces investisseurs ne sont pas nécessairement des militants écolos.
Non, pas des militants écolos, mais plutôt des businessmen, parce que c'est quand même 3 milliards d'euros par an, le marché de l'éolienne en France. Alors évidemment, ces sociétés privées, elles ont tout intérêt à ce que le parc des éoliennes soit de plus en plus gros, sauf qu'il faut du terrain. Alors on va vers les propriétaires qui ont un peu d'espace en leur disant « louez-nous une parcelle de votre espace », comme Brigitte en Picardie. Alors dans un premier temps, elle s'est dit tiens, c'est un peu de l'argent tombé du ciel, je vais accepter. Elle signe un bail temporaire avant de se rétracter parce qu'elle a vu un projet concurrent non loin de chez elle et elle s'est dit c'est cette tour de 130 mètres de haut devant chez moi, pas question. Et résultat des courses, la société l'attaque et lui réclame 1 million d'euros en guise de dédommagement. Écoutez. Quand on vous assigne devant le tribunal et qu'on vous dit que si vous ne signez pas dans les 8 jours, vous encourez éventuellement une peine de plus de 1 million d'euros, c'est quand même surréaliste. Ouais, c'est surréaliste. Alors elle a gagné dans un premier temps, mais la société a fait appel, donc c'est toujours une procédure en cours. L'enquête est assez édifiante, parce qu'il est quand même question de prise illégale d'intérêt, d'harcèlement, de soupçons de fraude fiscale. On en oublierait presque qu'il s'agit surtout de notre environnement quand même. Évidemment, voilà. C'est donc pièce à conviction sur France 3 à 23h15. À qui profitent les éoliennes? Et puisque j'ai votre facture sous les yeux, ceux qui veulent aller faire un bisou à Eva Rock, il faut aller au 8 rue. Vous n'allez pas le donner. Malade, Thomas. Moi, je donne votre portable à l'antenne. On est un bebop. Allez, rideau sur le kiosque.